Merci. Restez fidèles au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. L'Assemblée nationale a adopté le projet de révision constitutionnelle. Le Ousmane Sonko estime qu'il s'agissait d'une promesse de campagne et entend saisir dès demain le président de la République pour la promulgation de la loi qui modifie donc la Constitution. Réaction également du côté de l'opposition, mais aussi du représentant du gouvernement. Le ministre de la Justice a affirmé que le président de la République a décidé de soumettre le projet de loi modifiant la Constitution au référendum. L'Organisation internationale du travail renforce les capacités, renforce les capacités des acteurs lors d'un processus d'élaboration de la stratégie nationale de migration de main-d'œuvre, une rencontre qui a pour ambition de mettre en place un cadre stratégique visant à mieux encadrer la migration de la main-d'œuvre au Sénégal. Le comité final de pilotage d'appui au renforcement du système d'information de l'état civil et la création de fichier national d'identité biométrique a bouclé la première phase du programme NECAL. Le comité a présenté des résultats, mais note également que beaucoup de défis restent à relever. Le directeur général de l'agence plaide pour un appui logistique de la part de l'État. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi modifiant la Constitution. Les députés du parti PASTEF qui étaient restés à l'hémicycle ont adopté ce projet de loi. Le président de l'Assemblée nationale entend d'ailleurs saisir dès demain le président de la République pour son adoption. Selon lui, il s'agissait d'une promesse de campagne. Il ne comprend pas l'attitude du président de la République qui, selon lui, est en train de faire machine arrière de ses promesses électorales. Ousmane Sonko, que nous écoutons. Ça n'a pas démarré avec le dialogue politique. Ça a démarré avec notre serment politique en 2014. Les engagements qui viennent d'être intégrés dans la Constitution adoptée ont traversé tout le parcours politique, nos engagements. Aux élections législatives de 2017, à la présidentielle de 2019, dont j'étais le candidat, aux différentes échéances de 2022, jusqu'à l'élection présidentielle de 2024 et l'élection législative de 2024. Le président de la République a souhaité convoquer un dialogue national. Certains veulent nous faire croire qu'il faut institutionnaliser avant toute réforme, avant toute expression du pouvoir constituant, il faut convoquer. Et ceux qui en font un droit, eux-mêmes ne constituent qu'une minorité dans le pays, la République, qui a pris son temps de regarder les textes, et particulièrement le texte sur la Constitution. S'il y a tripatouillage, ça vient du président de la République. Parce qu'il a pris le texte, et il a commencé à voir qu'est-ce qui l'arrange et qu'est-ce qui ne l'arrange pas, lui, président de la République. La Constitution n'appartient pas à Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Il ne peut pas prendre le texte, regarder article par article, et dire que non, je ne veux plus déclarer mon patrimoine à la sortie, non, je veux être président de parti, sur des engagements pris dans un dialogue politique, pris par le parti politique depuis plus de 10 ans, des engagements que nous avons portés auprès du peuple sénégalais, des engagements qui ont été transcrits par des spécialistes du droit en texte, des engagements qui ont été repris par le comité. Au nom de quoi une seule personne peut se donner la latitude de faire un tri des dispositions qui lui conviennent et de celles qui ne lui conviennent pas. Je le disais en titre, l'Organisation internationale du travail
en partenariat avec le ministère de la fonction publique, du travail de réforme publique, s'est penché sur le renforcement des capacités, mais également le lancement de l'élaboration de la stratégie nationale de migration de la main-d'œuvre. Une rencontre qui marque une étape importante dans la mise en place d'un cadre stratégique qui a pour objectif de mieux encadrer la migration de la main-d'œuvre au Sénégal. Daoudaba et Mafalfal. Le président de l'Assemblée nationale, par courrier en date du 12 juin, a saisi le président de la République de cette proposition pour avis. Ce dernier, par courrier en date du 19 juin, a fait tenir au président de l'Assemblée nationale ses observations en indiquant ces 4 amendements. Mais au préalable, il a tenu à informer le président de l'Assemblée nationale qu'il a décidé qu'en vertu de l'article 103 de la Constitution, de soumettre le texte adopté au référendum. Ces amendements sont au nombre de 4, 2 de forme, 2 de fond, portant sur les articles 38 et 42 de la Constitution. Pour l'article 38, il s'agit de rester fidèle à la tradition constitutionnelle sénégalaise, constante depuis 1960, qui n'a jamais interdit formellement au président de la République de présider un parti politique ou une coalition de partis politiques. L'article 42, le président de la République est la seule constante du pouvoir exécutif, tirant sa légitimité du suffrage universel direct, la prérogative exclusive de déterminer la politique de la nation lui appartient. Il en répond devant le corps électoral à l'issue de son mandat. Le gouvernement reconnaît le droit d'initiative des députés, mais est contraint, dans le cas présent, de soulever l'irrecevabilité constitutionnelle. L'article 82, alinéa 2 de la Constitution est sans ambiguïté. Les propositions et amendements formulés par les députés ne sont recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence la création ou l'aggravation d'une charge publique. Le président de C'était plutôt le ministre de la Justice, Maître Moussa Sarr, qui revenait sur l'avis du président de la République qui a décidé, vous l'avez entendu, de soumettre le projet de loi ou la loi qui a été votée au référendum. Et puis, parlons tout à fait d'autre chose. La coalition Diomaye Président a donc désigné Abdourahmane Diouf comme étant le coordinateur dans le département de Rufisque, à l'issue d'une grande rencontre qui a regroupé plusieurs partis et mouvements politiques. La coalition a pour ambition de relever les défis de mobilisation pour être la première force politique du département de Rufisque. Ainsi, les explications d'Abdourahmane Diouf, coordinateur de la coalition Diomaye Président dans le département de Rufisque. Il est ici au micro de Babacar Seck. Donc on va dire que c'est pratiquement l'étape 0 où on identifie ceux qui veulent être avec nous pour travailler sur le plan politique. De ce point de vue, ça a été une très grande réussite. On a eu ici des dizaines et des dizaines de présidents de mouvements et de partis qui acceptent de venir travailler pour le président Diomaye Faye. Alors la prochaine étape s'inscrit au niveau de 3 dates. On aura la date du 30 juin. Aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est désigner un comité ad hoc paritaire d'ailleurs, où il y a le même nombre de femmes que d'hommes. Mais ce comité ad hoc provisoire a 3 jours pour nous proposer un comité ad hoc final qui me sera présenté le 3 juin prochain, le 30 juin prochain du moins. Ensuite, quand on va installer ce comité aura 2 semaines, c'est-à-dire jusqu'au 14 juillet, pour présenter la feuille de route, la stratégie, de dire comment la coalition va être implantée au niveau du département de Rufisque. Et une fois qu'ils m'auront présenté cela le 14 juillet, nous avons convenu d'un délai d'1 mois, c'est-à-dire jusqu'au 15 août, pour terminer la structuration de la coalition au niveau du département de Rufisque, dans les 15 communes, dans les quartiers. Au niveau des thématiques, on va identifier des personnes ressources dans tous les domaines, la santé, l'agriculture, l'éducation, l'enseignement, etc. Et à partir donc du 15 août 2026, la coalition Diomaye Président sera lancée dans le département de Rufisque. Mise en place il y a 6 ans, le comité final
de pilotage, d'appui au renforcement du système d'information de l'état civil et à la création d'un fichier national d'identité biométrique a bouclé la première phase du programme NECAL. À cette occasion, le comité a d'ailleurs présenté les résultats engagés, mais note tout de même des défis à relever à travers son directeur général qui plaide pour un appui logistique de la part de l'État. C'est pour lutter, disent-ils, contre la fraude documentaire. Djibril Gabissaro, Kadija. Après 6 ans de mise en œuvre, le programme NECAL a clôturé son comité final de pilotage d'appui au renforcement du système d'information de l'état civil. Au terme de cette mise en œuvre, d'importants résultats ont été obtenus. Depuis 6 ans, ce programme a marqué des résultats très importants, notamment en infrastructure. 26 centres d'état civil ont été construits dans différentes régions du Sénégal. Mais au-delà des infrastructures, il y a aussi eu un appui à l'archivage, un appui à la digitalisation. À noter aussi l'importance de l'interopérabilité de ce système numérique afin que l'ensemble des administrations de l'État puissent également avoir accès à ces données essentielles dans un cadre confidentiel et protégé. Malgré ces résultats, des stratégies doivent être mises en place pour un maillage du territoire national en termes de connectivité pour une meilleure gestion de notre état civil. Les résultats sont au rendez-vous. Il faudrait davantage booster et mettre encore de moyens, comme moyens humains, moyens techniques, moyens financiers pour pouvoir mailler ce territoire national-là dans la phase, pouvoir mailler le territoire national en matière de connectivité. L'évaluation a été faite, il y a eu des résultats, il y a eu des points positifs, il y a eu des points qu'il faudrait améliorer. Se déployer pour une deuxième phase, ces points devraient être pris en charge pour une meilleure gestion de nos faits d'état civil. Pour lutter contre les fraudes documentaires auxquelles l'état civil sénégalais fait face, l'Agence nationale de l'état civil a réfléchi sur 6 critères d'authenticité pour mieux sécuriser les démarches administratives. Il y a d'énormes défis en fait, à relever sur l'état civil sénégalais. Notamment, je pense que ce sont les fraudes documentaires déjà, qui seront mis à la disposition de la police, de la douane, de la police aux frontières, là où l'état civil en tout cas est utilisé, pour qu'ils puissent vérifier si un tel acte est authentique et la source donc en fait de cet acte-là. Engagé dans un processus de modernisation de l'état civil depuis des années, l'État du Sénégal compte poursuivre cette démarche à travers le programme NECAL et l'Agence nationale de l'état civil qui plaide pour un renforcement des moyens techniques et logistiques pour régler les difficultés liées aux questions de l'état civil. Du travail et de la réforme du service public a été donc ce matin en atelier renforcement des capacités de lancement du processus de la stratégie nationale de migration de la main-d'œuvre. Une rencontre qui marque une étape importante dans la mise en place d'un cadre stratégique visant à mieux encadrer la migration de la main-d'œuvre au Sénégal. Daouda Ba et Mafalfal. La migration de la main-d'œuvre peut constituer un véritable levier de développement, aussi bien pour les pays d'origine que pour les pays d'accueil. La migration apporte un impact économique important à la fois pour le pays de départ, le pays de transit ou le pays d'accueil. Mais parfois, les migrants, et souvent, je dirais, les migrants peuvent être exposés à un certain nombre de conditions de travail difficiles. Parfois, il manque aussi un cadre qui permette de faire de cette migration un levier pour le développement économique. Et donc là, le Sénégal a une opportunité importante. Les différentes parties prenantes et les représentants des travailleurs veulent veiller à ce que les droits et les intérêts des migrants soient pleinement pris en compte dans l'élaboration de la future stratégie nationale de migration des main-d'œuvre. Oui, nous, en tant que représentants des travailleurs, nous sommes du côté des travailleurs, nous sommes également à côté des travailleurs, donc tous les jours. Donc, pour la défense de leurs droits, que ce soit en matière donc, de liberté syndicale, en matière donc, de protection sociale, mais également par rapport au Code du travail et au Code de sécurité sociale. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes levés, mais quand même nous sommes du côté des travailleurs.
Le Sénégal, en tant que pays d'émigration, doit se doter d'une stratégie concertée permettant de protéger les travailleurs migrants tout en préservant les intérêts des pays de départ comme de destination. 400 000 de nos compatriotes vivent dans les pays de l'OCDE. Nous sommes également un pays d'immigration, mais également nous sommes un pays de transit. Toutes ces questions font qu'il faut que nous puissions réfléchir sur une stratégie nationale de la migration de main-d'œuvre. C'est à cet exercice que nous avons appelé à cet atelier, avec l'accompagnement de l'OIT, de l'OIM, de l'Union européenne, réfléchir sur une stratégie qui va donc mieux nous aider dans les années à venir. Les conclusions de cet atelier serviront de base à l'élaboration de la stratégie nationale de migration de main-d'œuvre, un document appelé à renforcer la gouvernance des migrations et à mieux protéger les travailleurs migrants sénégalais. Le mouvement Aar Sunu Komkom exige la libération de l'homme d'affaires opérateur économique Khadim Ba. Selon eux, l'homme d'affaires ne doit plus rester en prison. Ils estiment que ses co-accusés ou plusieurs de ses co-accusés ont recouvré la liberté. Ils parlent d'acharnement dans le cadre de ce dossier et de son problème avec la douane. Ses membres veulent sa libération dans les plus brefs délais. Je vous propose d'ailleurs de suivre quelques réactions au micro de Barso. Khadim Ba est reconnu comme un acteur économique qui a participé à la création d'activités, d'emplois et d'investissement. Cette réalité ne lui confère aucun privilège, mais elle lui confère exactement ce que la République garantit à chaque citoyen, le droit d'être jugé selon les règles du droit, dans le respect des garanties fondamentales. C'est cela que nous défendons. Nous ne demandons pas une justice de faveur, nous demandons une justice de référence. Une justice qui rassure, une justice qui explique, une justice qui convainc. Notre Constitution, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la Déclaration universelle des droits de l'homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques proclament tous une même exigence. Nul ne peut être privé des garanties d'un procès équitable, des droits de la défense et de la présomption d'innocence. Ces principes ne protègent pas seulement Khadim Ba, ils protègent le commerçant de Sandaga, ils protègent le pêcheur de Saint-Louis, ils protègent l'agriculteur de Diabadegle, ils protègent l'étudiant de Ziguinchor, ils protègent chaque Sénégalais. Mesdames et messieurs, une justice respectée est une justice qui ne laisse pas la place au doute. Une justice forte est une justice qui répond par le droit. Dans le cadre du programme d'assainissement liquide municipal, la ville de Rufisque a procédé à la remise de 1000 tuyaux d'évacuation de diamètre variable et des couvercles en fonte de 30 à 35 associations de quartiers porteuses de projets. Une enveloppe de 10 millions de francs CFA a été dégagée. C'est pour soutenir plus de 172 ménages vulnérables dans l'accès aux infrastructures sanitaires de base. Alioune Badara Sombre est le coordinateur du programme d'assainissement liquide municipal. Il est ici au micro de Babacar Seck. À Rufisque, actuellement, il y a pas mal d'associations ou bien pas mal de quartiers qui se regroupent pour prendre en charge l'assainissement. Et que comme l'assainissement, ce n'est pas une compétence et que l'assainissement aussi demande des compétences, nous, en tant que ville, nous ne pouvons pas regarder faire les populations. Donc notre intervention est axée sur l'accompagnement financier dans un premier temps, mais aussi sur l'accompagnement technique. Donc la journée d'aujourd'hui, nous avons fait une distribution de 1000 tuyaux, ce qui équivaut à pratiquement 6 km, 6 km ou bien 6000 mètres linéaires de conduite à installer. La deuxième composante c'est par rapport à l'assainissement collectif. Donc là, il y a à Rufisque des quartiers qui sont proches des réseaux conventionnels.
Et que là, le quartier qu'on a pris aujourd'hui, c'est le quartier qui se situe à Kerikau, qu'on appelle Konbenabor. Maintenant, le maire ou bien la mairie, la ville a initié un projet pour l'installation d'un réseau d'évacuation des eaux usées qu'on va jeter dans le réseau conventionnel. Et que là, c'est ça qui marque le deuxième point, et la deuxième composante. Maintenant, par rapport à la troisième composante, là, c'est à Rufisque, il existe jusqu'à présent des maisons qui ne sont pas dotées de toilettes. La ville de Rufisque, une liste de 196 de ménages vulnérables. C'est ça, voilà, c'est comme ça qu'ils l'appellent, ménages vulnérables. Maintenant, nous, au niveau de la ville, on va prendre en charge les 172 et que même ça peut être amélioré, on peut même augmenter vu l'enveloppe que nous disposons. 6e édition Dakar Talks. Cette année, la thématique tourne autour de l'échec. Les organisateurs de cet événement veulent mieux conscientiser les jeunes et leur faire savoir que l'échec n'est pas une fatalité, mais ça doit être donc une leçon pour permettre à l'individu de se sursoir, mais également de rebondir. Je vous propose de suivre les explications de Laj Diop, CEO de Dakar Talks. Il est ici au micro d'Aïssatou Moussa Diallo et de Khadija Thiam. Alors, vous ne disconviendrez pas que l'échec aujourd'hui est plus que d'actualité. Voilà, c'est un moment fort opportun d'aborder cette question-là. Alors, ce qu'on a voulu faire en réalité, c'est vraiment mettre les mains dans le plat en attaquant un thème fort, un thème puissant, un thème vecteur d'échange pour permettre vraiment sur ce format de retour d'expérience pour les Dakar Talks que la communauté puisse capitaliser sur ces retours d'expérience-là justement de speakers inspirants, de speakers audacieux, mais également à travers un panel et également un podcast live. Alors, Dakar Talks, c'est un rendez-vous pensé par nous, pour nous. Donc, l'idée a toujours été, depuis le début, de s'inscrire dans ce format-là de partage, mais également d'innovation. Partage avec notre communauté pour leur permettre de capitaliser véritablement sur des sujets fort porteurs d'une part, mais de ne pas repartir juste avec un moment d'événement sur 4 à 5 heures, mais plutôt de l'inscrire dans la durabilité. Ce qu'il faut savoir, c'est que les 4 premières éditions étaient effectivement à Dakar et que la 5e édition était à Montréal. Donc nous avons eu cette chance-là de faire découvrir à cet écosystème, j'ai envie de dire québécois pour ne pas dire nord-américain, le format des Dakar Talks. Et figurez-vous qu'on le reconduit cette année, donc au 17 octobre 2026, Inch'Allah à Montréal, donc Dakar Talks spécial Montréal. Donc ce qui en fait aujourd'hui 3 éditions par an. Donc naturellement qui densifie la portée, mais également qui nous permet de toucher beaucoup plus de communautés, en particulier cette diaspora africaine-là qui est présente sur ce marché nord-américain de façon globale. Et puis naturellement, on cherche à pérenniser d'une part les Dakar Talks, mais également à le déployer dans les autres pays d'Afrique. C'est tout le mal que l'on se souhaite. Un mot de sport dans cette édition. Une crise secoue le monde du karaté. Des anciens de la discipline estiment que le mandat du bureau fédéral est arrivé à expiration et demande à la nouvelle ministre Direy Clotilde Coly d'exiger la tenue des élections à son délai. Selon eux, le bureau en place est un bureau illégitime. Pas question de laisser poursuivre ses activités. Voici les explications de Sensei Modou Lamine Cissé. Il est interrogé par Cheikh Makanbaye. Aujourd'hui, le karaté sénégalais vit ses moments les plus douloureux, de son histoire. Je pense que jamais le karaté sénégalais n'a connu ce qui se passe aujourd'hui. Les gens vont au tribunal, les gens s'insultent, il n'y a plus de respect de la hiérarchie, il n'y a plus rien. Alors, ce karaté-là, nous, les anciens, on ne le connaît pas. Alors, donc aujourd'hui, nous avons une minorité qui dirige la majorité. Parce que la majorité en a assez de tout ce que je viens de dire là. Alors, à partir de ce moment, on a tout fait, tout dit. Mais il se trouve que jusqu'au moment où je parle, pratiquement le problème n'est pas réglé. Le processus a été démarré à un moment donné, d'après ce que nous avons compris. Bon, même entre-temps, malheureusement, il y a eu un changement. C'est-à-dire, la ministre de tutelle qui était là a été remplacée. Donc, le processus était en place. Donc, le processus, à un moment donné, est grippé. Aujourd'hui, le karaté, comme je vous l'ai dit au départ, vit des moments très, très difficiles. Et il faut qu'on aille aux élections.
qu'on termine une bonne fois pour toutes avec ce qui se passe aujourd'hui. Comment est-ce qu'il faut terminer? Qu'on aille aux élections, que celui qui gagne, n'est-ce pas, dirige le karaté. Suivi excellent sur le programme sur les antennes d'ITV. Je vous donne rendez-vous juste après cette édition dans votre émission. L'invité de la rédaction reçoit ce soir Ousmane Diaye. Il est le secrétaire général de la coalition Diomaye Président dans le département de Saint-Louis. Nous allons bien sûr parler sur ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale ce matin avec l'adoption de cette réforme de la Constitution et tout ce qui va avec. Nous allons également parler de la coalition Diomaye Président, notamment à Saint-Louis. A tout de suite.